j'aimerais bien vous donner quelques bases de l'analyse financière et comme d'habitude, j'essaierai de simplifier au maximum les notions de cette matière. Alors, si vous aimez bien ce que je fais, faites-le moi savoir par ce geste magnifique qui représente pour moi un indicateur important pour orienter mon travail à Bien, telle ou pour telle commencer, il matière. faut bien saisir pourquoi faire l'analyse financière et à quoi ça sert. Pour cela, je vais vous donner quelques illustrations très simples. Il faut imaginer l'entreprise comme une grande machine en fait qui nécessite pour sa mise en place et son fonctionnement de l'argent. Et le but de cette machine est justement de renvoyer de l'autre côté plus d'argent que à l'entrée. C'est-à-dire générer des profits. Et donc, si on réfléchit bien, on voit qu'un projet d'entreprise n'est rien d'autre qu'une question d'argent. On utilise un capital de départ dans un projet d'entreprise et la manière dont cet argent va être utilisé dans ce projet d'entreprise va faire en sorte que ce profit soit important ou pas. Eh bien, une analyse financière s'intéresse en premier lieu à la manière dont l'argent circule dans l'entreprise afin de générer des bénéfices. Pour vous donner une image similaire, c'est un peu comme l'analyse d'un organisme vivant par un médecin pour savoir si la circulation du sang est parfaite. Si ce n'est pas le cas, diagnostiquer le problème et proposer des solutions. Eh bien, dans le cas d'une entreprise, c'est un organisme social qui engage plusieurs interactions et mouvements motivés principalement par l'utilisation de l'argent, dans le but de créer de la valeur ajoutée en économie qui se traduira en finance par un profit. Et l'une des premières choses qu'on fait en analyse financière pour savoir comment l'argent est utilisé dans l'entreprise, c'est de regarder et analyser un bilan comptable. Je vous rappelle la notion d'un bilan en général. Vous avez deux colonnes. La première colonne, le passif, représente les ressources, c'est-à-dire l'argent utilisé pour faire fonctionner le projet de l'entreprise. Et la deuxième colonne, l'actif, représente les emplois, c'est-à-dire la manière dont cet argent est utilisé dans l'entreprise. On trouve déjà dans cette structure notre schéma illustratif d'avant. On a dans cette colonne l'argent utilisé dans l'entreprise. L'utilisation de cet argent donne naissance à une structure d'entreprise bien organisée et on attend de cette organisation de générer plus de profits qui s'ajouteront à notre capital. Avant de vous expliquer les meilleures façons d'organiser cette structure sur le plan de l'analyse financière, j'aimerais bien d'abord répondre à la question pourquoi faire une analyse financière et à qui l'analyse financière doit profiter. Vous avez en premier lieu ceux qui apportent les ressources financières à l'entreprise. Dans les ressources, on distingue deux types de ressources. Vous avez le capital et les dettes. Le capital est apporté par les propriétaires de l'entreprise et les actionnaires, c'est-à-dire globalement les investisseurs. Alors, un investisseur, avant d'apporter ce capital, doit analyser en fait ce qu'on appelle la rentabilité du projet. C'est-à-dire, en d'autres termes, est-ce que cette installation d'entreprise va générer des profits ou pas? Et pour savoir si le projet est rentable, il faut faire de l'analyse financière. Et puis, vous avez les personnes qui apportent les dettes à l'entreprise. Alors, dans ce cadre, on parle principalement des crédits accordés par les banques. Et une banque, pour accepter d'apporter cet argent à l'entreprise, doit s'intéresser en premier lieu à la solvabilité de l'entreprise, c'est-à-dire la capacité de l'entreprise à rembourser en fait sa dette. Bien sûr, plus les intérêts qui vont avec. Et pour étudier la solvabilité de l'entreprise, il faut faire de l'analyse financière. À part ces personnes principales qui sont impliquées dans le financement de l'entreprise, on peut avoir d'autres personnes qui s'intéresseraient à l'analyse financière. Vous avez par exemple les dirigeants de l'entreprise. Une analyse financière peut les aider à apporter les meilleures décisions en termes de gestion de l'entreprise. Cela peut intéresser également les salariés pour s'assurer que le projet est rentable et durable. Et on peut avoir d'autres personnes. Enfin bref, je vais vous présenter l'essentiel de cette matière au travers plusieurs cours que je regrouperai dans une playlist que je nommerai Analyse financière de A à Z. Si la suite vous intéresse, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer également la cloche pour ne rien manquer de ce qui va suivre.
L'analyse financière se base principalement sur les données comptables comme celle du bilan par exemple. Et donc, ça me semble, dans un premier temps, pour bien capter la suite des cours, savoir lire correctement les données d'un bilan. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça d'une manière simplifiée. Un bilan comptable se compose de deux colonnes. Vous avez le passif et l'actif. Au passif, on trouve toutes les ressources financières utilisées dans l'entreprise. Et à l'actif, on a les emplois de ces ressources financières. Par exemple, on va acheter des bâtiments, des ordinateurs, des outils, des usines, etc. Je vais vous donner quelques exemples très simples pour capter la logique de l'utilisation d'un bilan. Imaginez par exemple que vous commencez un projet d'entreprise avec un capital de 60 000 euros. Avec ces 60 000 euros, vous achetez une machine à 40 000 euros et vous mettez le reste de l'argent sur un compte bancaire. Donc, à ce stade, les ressources utilisées, c'est 60 000 euros de capital et la manière dont ce capital est utilisé apparaît au niveau actif. Vous avez une machine achetée à 40 000 euros et le reste, à savoir 20 000 euros, est déposé sur un compte bancaire. Donc là, j'ai 40 et là, j'ai une règle importante à garder à l'esprit, c'est que le total du passif doit toujours être égal au total de l'actif. À ce stade, c'est très clair, on a ici 60 et là, on a 60. Imaginez par exemple que vous achetez des outils de travail, on va dire à 10 000 euros. Alors, tant que cet achat n'est pas encore payé, on doit avoir au passif la dette fournisseur de 10 000 euros. Les 60 000 euros, c'est notre capital et les 10 000 euros, c'est la dette fournisseur. Alors, pour bien saisir le fonctionnement de ce bilan, on va imaginer plusieurs opérations. Imaginez par exemple qu'on va régler par la banque la moitié de cette dette fournisseur. Et pour cela, pratiquement, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau de la banque, il y aura une sortie d'argent de 5 000 euros. Et pareil, au passif, on va réduire cette dette de 5 000 euros. Donc, au lieu d'avoir ici 10, on va avoir 5. Et à la banque, au lieu d'avoir 20, on va avoir 15. Bien sûr, ces chiffres sont en milliers d'euros, même les billets ici fois 1000. Imaginez maintenant que vous voulez acheter par exemple un garage. On va mettre ce garage par exemple à 20 000. Et pour financer ce garage, on va prendre une dette par exemple de 20 000. On va ajouter donc 20 000 au passif ici. Ce dernier 20 000 est une dette. On va dire que c'est une dette qui va se rembourser sur 3 ans. Je vais ajouter quelques autres opérations. Prenons l'exemple de l'achat d'une matière première. On va dire à 3 000 euros. Là, je vais mettre 3. Je vais ajouter par exemple aussi l'achat de marchandises à 2 000 euros. J'ajoute ici 2. On va supposer que ces achats sont réglés par la banque, donc la banque va se réduire de la même somme, à savoir 5 000 euros. 2 plus 3, ça fait 5. Donc, ce qui restera à la banque, c'est 10 000. Et si on calcule le total du passif et le total de l'actif, on arrivera toujours à la même somme, à savoir 85 ici et 85 ici. Il faut retenir ça comme une règle générale. Chaque opération effectuée apportera des modifications sur le bilan, mais tout en gardant l'équilibre entre le passif et l'actif. Et la modification entraînée par chaque opération peut s'effectuer soit uniquement à l'actif, mais ça peut également concerner les deux colonnes, l'actif et le passif. Dans cette dernière opération où on a acheté des matières premières et marchandises à 5 000 euros, on a réduit cette somme de la banque parce que la facture est déjà réglée au fournisseur. Mais dans le cas inverse où une dette n'est pas encore réglée au fournisseur, on doit toujours garder cette dette au passif ici, comme par exemple la moitié de la facture de l'achat de ces outils. Alors là, je vais vous donner une dernière opération qui va impliquer plusieurs modifications sur le bilan. Imaginez qu'on va vendre ces marchandises à 5 000 euros. Vous pouvez essayer de répondre à cette question et puis revenir au cours pour voir la réponse à cette question. Je précise bien cette question. On va vendre ces marchandises qu'on a en stock ici. Ces marchandises ont été achetées à 2 000 euros et on les vend à un client à crédit à 5 000 euros. Quel impact cette opération aura sur ce bilan? À la fin de l'année, l'entreprise va effectuer l'inventaire de son stock et elle va remarquer que ces marchandises ne sont plus en stock, donc il y a une réduction de la valeur du stock de 2 000 euros. Mais il y aura aussi l'augmentation des créances clients que je vais ajouter ici au bilan juste après les marchandises.
clients. Donc au stock, on a une réduction de valeur de 2000 euros, on a une augmentation des créances clients de 5000 euros. Je vous rappelle qu'il s'agit de factures qui ne sont pas encore réglées par les clients, mais à ce stade, on n'est pas en équilibre parce qu'on réduit ici 2000 euros et on ajoute 5000 euros. Ce qui va mettre l'équilibre dans ce bilan, c'est le calcul du résultat de l'entreprise. Et dans ce cas, c'est simple, on a acheté des marchandises à 2000 euros, on les a vendues à 5000 euros, on fait donc un bénéfice de 3000 euros. Et ce bénéfice, c'est une sous-catégorie du capital. Et si on calcule cette fois-ci le total passif et le total actif, on arrivera à 87 des deux côtés. Voilà, j'espère que vous avez la même réponse également. Alors, dans ce premier cours, on est toujours dans la lecture d'un bilan comptable, on n'est pas encore dans la matière de l'analyse financière. Ce qu'on va voir maintenant, c'est la vision d'un financier par rapport au contenu de ce bilan. Et un financier va s'intéresser en premier lieu à un bilan fonctionnel. Je vais vous expliquer plus tard la différence qu'il y a entre un bilan fonctionnel et un bilan normal, mais aussi la différence qu'il y a entre un bilan fonctionnel et un bilan financier. Tout ça, je vais l'aborder plus tard, mais dans un premier temps, j'aimerais bien que vous sachiez analyser la structure du bilan en termes de masse bilantaire et en tirer bien évidemment les conclusions nécessaires sur le plan de la santé financière de l'entreprise. Je rectifie une erreur qui m'a été signalée. Le total, ça fait 88 et non pas 87. Avant de commencer l'analyse financière proprement parlée, je dois préciser une chose importante par rapport à ces cours. Il faut savoir que cette matière se donne à l'université parce que c'est une matière qui nécessite en fait des prérequis au niveau de la matière de la comptabilité qui est à son tour n'est pas une matière accessible qui se donne très tardivement en enseignement secondaire à partir de la 5e année. Enfin bref, peu importe votre niveau, j'essayerai de simplifier au maximum cette matière pour que ce soit abordable et accessible au plus grand nombre. Je reviens à notre bilan, je transforme un peu tout ça dans une forme claire et nette. Au passif, on a un capital de 60 000, un résultat de 3 000, des dettes à long terme de 20 000, dettes fournisseurs 5 000. À l'actif, on a un garage à 20 000, une machine 40 000, des outils à 10 000, des matières premières 3 000, créances clients 5 000 et finalement de l'argent à la banque 10 000. Au total, on a la même chose, 88 000. Je vous rappelle que les ressources financières mobilisées par l'entreprise se trouvent au passif et la manière par laquelle on a dépensé toutes ces ressources apparaît dans la colonne actif. Donc, il ne faut pas penser que l'entreprise possède doublement ses valeurs, mais simplement une sorte de miroir qui reflète l'aspect monétaire et l'aspect réel de l'entreprise. Et l'une des manières d'analyser ce bilan, c'est de décomposer les ressources et les emplois aux masses bilantaires. Je vais commencer d'abord par les ressources. Dans ces ressources, on va remarquer qu'il y a des ressources qui sont stables dans l'entreprise, c'est-à-dire qui restent disponibles pour l'entreprise au moins sur toute l'année. Et vous avez aussi dans ces ressources une partie qui est instable, c'est-à-dire que l'entreprise doit la rembourser au plus vite. Analysons un petit peu ces ressources. Vous avez d'abord le capital. Le capital, c'est la ressource la plus durable dans l'entreprise, donc c'est la plus stable puisque ça reste à disposition de l'entreprise aussi longtemps que l'entreprise existe. Vous avez aussi le résultat, une fois ajouté au capital, ça reste à disposition de l'entreprise. Et puis vous avez les dettes à long terme. Ces dettes aussi sont considérées comme une ressource stable pour l'entreprise parce que ça va rester disponible sur toute l'année et l'entreprise ne va pas se tracasser à leur remboursement sur un exercice comptable. Donc ces trois ressources financières, on peut les considérer comme des ressources stables pour l'entreprise. Et puis vous avez cette ressource qui n'est pas stable parce qu'il s'agit des factures que l'entreprise doit rembourser aux fournisseurs dans un délai bien précis et court. Ça peut aller de quelques jours à quelques mois. Donc déjà ici, pour un analyste financier, sa concentration et sa focalisation va porter davantage sur ces ressources financières qui sont stables et qui doivent être la source principale du financement de l'actif.
On appelle également ces ressources financières les capitaux permanents. Voilà pour cette partie des ressources, comment on peut les décomposer. Toutes les ressources financières stables qui restent disponibles pour l'entreprise au minimum 1 an doivent être à la base du financement du projet de l'entreprise. Je passe maintenant à la colonne des emplois. Comme au passif, à l'actif, on va détecter dans cette colonne des emplois stables et des emplois instables. Alors, qu'est-ce qu'on entend par emploi stable? En fait, c'est tout ce qui va faire en sorte que le projet de l'entreprise est bien installé. Ou bien, en d'autres termes, tout ce qui est dur dans l'entreprise. On va acheter par exemple un garage, une machine, des outils. En fait, ces 3 éléments dans ce bilan, ça constitue l'installation proprement parlée de l'entreprise. Par contre, les matières premières sont destinées à fabriquer un produit fini qui est à son tour est destiné à être vendu sur le marché. Les clients, ça représente des factures que l'entreprise doit récupérer au plus vite et la banque représente la trésorerie de l'entreprise, c'est-à-dire l'argent disponible dans un compte bancaire. Donc on considère dans ce bilan que ces 2 éléments représentent des emplois instables et la banque représente la trésorerie de l'entreprise. En d'autres termes, l'argent disponible une fois que tout le projet de l'entreprise est financé. En d'autres mots, ces emplois-là, ça reste des emplois stables parce que ça forme la structure et l'installation du projet de l'entreprise. Ces éléments-là sont durables et ne sont pas destinés à être vendus pour faire des bénéfices. Par contre, ces emplois-là représentent quelque chose que l'entreprise doit récupérer en réalisant des bénéfices. Et donc, pour un financier, regarde cette partie-là comme des emplois instables pour l'entreprise. Et la trésorerie de l'entreprise, ça représente de l'argent qui n'est pas utilisé d'une manière ou d'une autre dans le projet de l'entreprise. Bien sûr, ici on est en présence d'un exemple particulier. On pourrait très bien avoir d'autres éléments dans chacune de ces parties. Et donc, un premier réflexe à avoir par rapport à cette structure ou bien cette décomposition, c'est de voir dans un premier temps, est-ce que cette partie-là qui représente des ressources stables pour l'entreprise est suffisante pour financer tout ce qui est durable dans l'entreprise également ici. Et pour parler d'un équilibre financier, il faut que ces ressources stables soient supérieures à ces emplois stables. On va vérifier ça tout de suite dans cette situation. Dans ces ressources stables, on a 83 000 et dans les emplois stables, on arrive à 70 000 euros, 70 000 euros en français de francs. Là, on peut remarquer clairement que les ressources stables peuvent financer l'intégralité des emplois stables. Donc, ce bilan est bien en équilibre financier. La différence qu'il y a entre 83 et 70, ça représente ce qu'on appelle en finance le fonds de roulement. Et on peut l'abrévier par FR. Dans cette situation, notre FR est positif égale 13 000 euros. Maintenant, la prochaine étape, c'est de regarder en fait cette partie-là qui concerne des emplois instables. Et l'entreprise doit supporter ces emplois instables avant de réaliser des bénéfices. C'est pour ça que dans cette partie-là, on est dans un besoin de financement. Cette partie représente ce qu'on appelle le cycle d'exploitation de l'entreprise. Je vais vous en parler davantage plus tard. Et donc, pour financer cette partie-là des emplois instables, on va utiliser les ressources instables ici, mais dans la plupart des cas, ces ressources instables ne sont pas assez pour couvrir tous les emplois instables. Comme dans notre cas ici, la dette fournisseur s'élève à 5 000 alors que les emplois instables s'élèvent à 8 000. C'est pour ça que l'entreprise, pour avoir une bonne santé financière, doit avoir un fonds de roulement net positif. Parce qu'on en aura besoin pour financer ce qui manque à financer dans cette partie des emplois instables. La dette fournisseur peut couvrir juste 5 000 euros dans ces emplois. Donc, ce qui reste à financer ici dans ces emplois instables, c'est 3 000. Et pour financer ces 3 000, on aura besoin du fonds de roulement. Et donc en finance, on parle du besoin en fonds de roulement, abrévié BFR. Et ce BFR, dans ce cas, n'est rien d'autre que les stocks de matières premières et marchandises qui s'élèvent à 3, plus les créances, 5, moins la dette fournisseur, 5, ce qui fait 3 000.
Donc, l'entreprise a besoin de 3 000 de ce fonds de roulement afin de financer cette partie des emplois instables. Une fois qu'on retire ces 3 000 de ces 13 000, ce qui restera, c'est notre trésorerie, à savoir la banque, qui s'élève à 10 000. Je récapitule un petit peu ces formules. Le fonds de roulement égale les ressources stables moins les emplois stables. On peut aussi avoir cette formulation, le FR égale le capital plus le résultat plus les emprunts à long terme moins les immobilisations. Et la troisième formule intéressante, c'est le BFR qui est égal au stock plus les clients moins les fournisseurs. Et la dernière formulation intéressante, c'est le FR moins le BFR égale la trésorerie de l'entreprise. Je reviens un petit peu à mon bilan pour vous clarifier quelque chose de très intéressant à ce stade. Mais d'abord, je dois préciser et insister sur un fait important par rapport à ces cours. Il s'agit en fait des cours que je construis au fur et à mesure, de sorte à ce que votre apprentissage soit progressif et que les notions de l'analyse financière soient faciles à assimiler. C'est pour cela que je vous conseille vivement de suivre ces cours depuis le début pour avoir cet effet magique d'apprentissage progressif et efficace. Je vous ai expliqué que cette partie-là des ressources stables doit financer ces emplois stables que vous avez à l'actif. Et pour savoir si c'est le cas ou pas, on fait simplement cette partie-là moins cette partie-là. Ce qui donne en finance notre indicateur FR, le fonds de roulement. On l'avait déjà calculé, ce FR égale à 13. Les valeurs sont en milliers d'euros, donc 13 000 euros. C'est simplement 83 moins 70. Et cela signifie qu'après avoir financé tout ce qui est actif immobilisé par les ressources de long terme, il nous reste encore 13 000 euros dans ces ressources de long terme. Maintenant, il reste à financer en fait cette partie-là qui représente des emplois instables. Et pour cela, on se sert d'abord de la dette fournisseur. Et ce qui reste encore à financer, ça représente un besoin en fonds de roulement. Ce deuxième indicateur, on le note BFR. Et dans cette situation, c'est clair, c'est 3 plus 5 moins 5. Ça fait 3. Donc ce BFR égale 3. Et je vous ai expliqué que la différence entre le FR et le BFR, ça donne la trésorerie de l'entreprise. C'est-à-dire l'argent disponible dans l'entreprise qui n'est pas encore utilisé. Alors je dois noter quelques remarques par rapport à ces calculs et ces indicateurs. D'abord, j'aimerais bien préciser par rapport à la nature de ces deux indicateurs. Le FR vient des ressources stables et des emplois stables, donc c'est un indicateur qui ne change pas d'une manière fréquente comme c'est le cas du BFR. Car le BFR va avoir une fluctuation en fonction de la variation de ces éléments instables dans l'entreprise. Si par exemple l'entreprise augmente le stock de marchandises, on va obtenir un autre BFR. Pareil si on règle une dette fournisseur ou une autre dette à tous ces mouvements qui sont générés par l'activité principale de l'entreprise vont faire en sorte que ce BFR va fluctuer à la hausse ou à la baisse. En règle générale, quand on a une activité très forte dans l'entreprise, on va avoir un besoin en fonds de roulement très important. Et quand c'est calme dans l'entreprise et il n'y a pas de vente, on va avoir un besoin en fonds de roulement très bas. Alors que l'évolution du FR est très stable naturellement. Car tous ces achats de l'actif immobilisé ne changent pas régulièrement et ça reste dans l'entreprise pour une longue durée. Et pareil pour ces ressources de long terme. Globalement, on peut structurer les données du bilan de la manière suivante. Au passif, on peut distinguer entre deux grandes ressources financières, le capital et les dettes à long terme, c'est ce qu'on appelle les capitaux permanents, mais aussi vous avez les dettes à court terme comme la dette fournisseur, la TVA à payer, les salaires à payer, etc. Et du côté de l'actif, on peut distinguer entre trois grandes masses bilantaires. Vous avez d'abord tout ce qui est actif immobilisé, il s'agit globalement de tout ce qui est durable dans l'entreprise et qui n'est pas destiné à être vendu sur le marché pour faire des bénéfices. Et puis vous avez l'actif circulant hors trésorerie. C'est dans cette partie-là qu'il y a l'activité principale de l'entreprise qui génère des bénéfices. Et on y trouve principalement le stock de marchandises et les créances clients.
Et puis au final, on a la trésorerie de l'entreprise, résumée principalement dans les deux comptes, la banque et la caisse. Alors si on fait les ressources de long terme, à savoir le capital et les dettes à long terme, moins l'actif immobilisé, ce qui restera de cette différence, c'est notre FR. Alors ce FR, c'est de l'argent qui reste après avoir financé tout ce qui est actif immobilisé. Je mets cet argent de côté et je calcule ensuite de combien de cet argent l'entreprise a besoin pour financer son activité principale. C'est bien ce qu'on appelle le BFR. Maintenant, pour calculer le BFR, on va faire l'actif circulant hors trésorerie moins les dettes à court terme. Pour simplifier ce calcul, je vais placer un petit peu ces parties autrement. Donc je vais descendre cette partie-là en dessous et je vais mettre au-dessus la partie de la trésorerie. Vous voyez bien que si je fais cette partie-là moins cette partie, ce qui restera, c'est bien le petit morceau qui représente le besoin en fonds de roulement. Maintenant, si je prends cet argent qui représente le fonds de roulement, je vais constater que c'est la même partie en fait qui représente la trésorerie et le BFR. Je peux réorganiser ces parties de cette manière. Dans toute entreprise, vous avez cette égalité entre d'une part le FR et de l'autre part le besoin en fonds de roulement et la trésorerie. En règle générale, une fois que l'actif immobilisé est financé par les capitaux permanents, à savoir le capital et les dettes à long terme, l'argent qui reste de ces ressources, c'est notre fonds de roulement. Et ce fonds de roulement peut être composé de deux choses, à savoir le BFR, mais aussi de la trésorerie de l'entreprise. Alors, puisque ce FR est relativement stable, ce qui va changer dans l'activité de l'entreprise, c'est bien le BFR et la trésorerie. Quand il n'y a pas trop d'activité en entreprise, on ne va pas avoir besoin d'argent, donc la trésorerie va être plus grande. Et quand il y aura une activité très forte dans l'entreprise, on va avoir besoin de plus d'argent pour alimenter le cycle d'exploitation de l'entreprise, donc un BFR plus élevé. Et une trésorerie très petite, voire négative. Et donc, logiquement, la question qui se pose à ce stade, c'est de savoir la situation parfaite pour l'entreprise par rapport à ces indicateurs. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment utiliser ces indicateurs que je viens de vous présenter. Mais pour que vous puissiez bien suivre, je vais vous faire un petit rappel rapide de ces indicateurs. Merci de liker, ça m'encourage à continuer dans ce que je fais sur ma chaîne. Pour analyser la santé financière d'une entreprise, on décompose le bilan de la manière suivante et chaque partie de cette décomposition porte une information particulière de nature fonctionnelle. D'abord, au passif, on a les ressources financières. Et on suppose que les ressources financières stables dans l'entreprise, à savoir le capital et les dettes à long terme, leur fonction principale, c'est de financer l'investissement de l'entreprise, c'est-à-dire tout ce qui est durable dans l'entreprise. Et cette partie-là est représentée par tout ce qui est actif immobilisé. Et puis vous avez au passif aussi des dettes de court terme de différentes natures. Et ces dettes servent à financer tout ce qui est court terme au niveau actif, à savoir le cycle d'exploitation de l'entreprise représenté par l'actif circulant. Dans cette partie, il y a principalement le stock de marchandises et les créances. Et au final, ce qui reste une fois l'actif circulant et l'actif immobilisé est financé représente la trésorerie de l'entreprise. Il faut comprendre que les proportions de ces parties ne sont pas les mêmes d'une entreprise à l'autre. On peut avoir par exemple une entreprise avec beaucoup de dettes à court terme et moins de dettes à long terme, d'autres avec beaucoup d'actifs immobilisés, ou bien une trésorerie très grande. Bref, on peut avoir des situations différentes d'une entreprise à l'autre, mais ce qu'il faut bien vérifier dans un premier temps, c'est que les dettes à long terme dépassent l'actif immobilisé. Si ce n'est pas le cas, alors il y a un déséquilibre dans le financement de l'entreprise. Et pour cela, le premier indicateur à vérifier, c'est bien ce qu'on appelle le fonds de roulement. Et pour calculer ce FR, on fait les dettes de long terme moins l'actif immobilisé. Alors cette différence va nous donner notre indicateur FR. Et puis on fait
fait les dettes de court terme moins l'actif circulant. Donc cette dette de court terme va financer toute cette partie-là de l'actif circulant. Et ce qui restera va être financé par le fonds de roulement. C'est pour ça qu'on l'appelle besoin en fonds de roulement, BFR. Et si on fait BFR plus la trésorerie, eh bien, on va arriver à la même chose que le FR. Vous avez ici cette égalité, le FR moins le BFR égale la trésorerie. On peut aussi écrire BFR plus la trésorerie égale FR. Bien, ça c'était pour le rappel. Maintenant, on va voir comment on peut interpréter ces indicateurs. Vous avez ici cette égalité importante entre d'une part le fonds de roulement et d'autre part le besoin en fonds de roulement et la trésorerie de l'entreprise. En fait, ce besoin en fonds de roulement est lié au cycle d'exploitation de l'entreprise. Mais d'abord, je vais vous expliquer cette question de cycle d'exploitation de l'entreprise avec cette image simplifiée. En fait, ce cycle, ça représente l'activité principale de l'entreprise. Prenons cet exemple d'une entreprise qui fabrique des meubles pour les vendre sur le marché. Pour cela, il doit passer par ces étapes dans un cycle continu. Elle doit acheter des matières premières, les transformer en marchandises et puis les vendre aux clients. Et puis acheter à nouveau des matières premières et recommencer ce cycle d'une manière continue. Alors, ce qui se passe dans ce cycle, c'est que l'entreprise, avant de toucher l'argent des clients, elle doit supporter énormément de frais et charges avant cette étape-là. Et ce besoin d'argent pour acheter des matières premières, gérer le stock des marchandises, c'est bien ce qu'on appelle tout simplement besoin en fonds de roulement. Et donc, naturellement, ce BFR est très élevé quand il y a une activité très forte dans l'entreprise. Et quand l'activité baisse dans l'entreprise, on aura l'argent des clients qui va alimenter la trésorerie et donc on supportera moins de charges liées à cette partie du cycle d'exploitation de l'entreprise. Et donc à ce moment-là, la trésorerie de l'entreprise sera plus grande et le besoin en fonds de roulement plus petit. Par contre, quand il y a une forte activité dans l'entreprise, on va devoir supporter beaucoup de charges pour alimenter le cycle d'exploitation de l'entreprise, donc une trésorerie très petite, voire même négative. D'une manière générale, si je reprends mon exemple ici, j'ai un fonds de roulement de 13 000 € et un besoin en fonds de roulement de 3, mais qui va fluctuer en fonction de l'activité. À l'inverse de ce FR qui est relativement stable parce que ça vient des ressources et emplois stables. En fait, si je veux illustrer ça d'une manière graphique, on va avoir ceci. Sur l'axe des abscisses, je vais représenter le temps et sur l'autre axe, l'argent. Vous avez un fonds de roulement stable à 13 ici. Ça représente notre FR. Et puis, vous avez le besoin en fonds de roulement qui va varier en fonction des cycles de l'entreprise. Si je prends par exemple une activité saisonnière liée au tourisme, je vais avoir un pic du BFR vers le mois de juillet août. Et vers les autres mois, l'activité sera très faible, donc pendant ces périodes-là, le besoin en fonds de roulement sera très très bas. Ce graphique en rouge, c'est le besoin en fonds de roulement. On va exploiter un petit peu cette situation pour voir c'est quoi la situation idéale pour l'entreprise. On a ici une partie où notre besoin en fonds de roulement excède le fonds de roulement. Cela signifie que la banque est à découvert dans cette situation. Et là où il y a moins d'activité dans l'entreprise, il y aura de l'argent inutilisé dans l'entreprise. À votre avis, c'est quoi la meilleure situation pour l'entreprise? Est-ce que le cas où on est à découvert ou bien dans le cas où l'argent n'est pas utilisé? En fait, dans les deux cas, on est dans une situation d'instabilité pour l'entreprise. Par exemple, quand on a beaucoup d'argent qui traîne dans l'entreprise, cela peut faire l'objet d'une critique de la part des actionnaires qui apportent l'argent à l'entreprise pour être investi et dégager des cash flows. S'il reste un excédent de fonds de roulement par rapport aux besoins de fonds de roulement, cela peut être vu comme un manque d'idées d'investissement pour l'entreprise. Et
Et cette autre situation est critiquable également parce que ça met l'entreprise dans une situation délicate par rapport à ses créanciers pour payer ses factures par exemple avec un manque d'argent dans la trésorerie. Donc logiquement, plus on s'écarte de ce fonds de roulement, plus l'entreprise peut renvoyer une situation ou bien une image d'instabilité aux investisseurs. Si par exemple on a une autre évolution du besoin en fonds de roulement qui s'écarte très peu de ce fonds de roulement, alors dans ce cas, la situation financière de cette entreprise est plus stable et maîtrisée. Et donc l'idée principale pour une bonne gestion financière d'une entreprise, c'est de faire en sorte que ce fonds de roulement est utilisé au maximum sans laisser trop d'écart avec le besoin en fonds de roulement. L'une des stratégies utilisées pour combler un petit peu ces écarts qu'il y a entre BFR et le FR, dans le cas d'une activité saisonnière par exemple, c'est de diversifier ses investissements dans d'autres activités saisonnières qui présentent une évolution du BFR à l'opposé de celle-ci. Et comme ça, ce manque d'argent ici dans cette activité sera comblé par l'autre activité qui dégagera une trésorerie positive sur une même période. Et pareil ici, le plus de trésorerie sera utilisé pour combler le manque d'argent dans l'autre activité sur une même période. Et avec une telle stratégie, on va avoir un besoin en fonds de roulement qui va évoluer presque au même niveau que le fonds de roulement. Dans le cas contraire, où on n'a pas des activités diversifiées et en même temps l'entreprise présente une évolution cyclique de son besoin en fonds de roulement, il y a plusieurs actions que l'entreprise peut effectuer pour avoir une situation très stable, toujours dans le cadre de l'analyse financière et plus précisément l'analyse de la santé financière d'un bilan comptable. Je vous expliquerai aujourd'hui d'une manière simplifiée comment le besoin en fonds de roulement n'est rien d'autre au fond qu'une question de délai de paiement. Restez jusqu'à la fin pour en savoir davantage. Je vais vous rappeler cette structure générale avant de passer à autre chose. Vous avez deux colonnes au niveau du bilan, l'actif et le passif. Au passif, on trouve le capital, les dettes à long terme et les dettes à court terme. Il s'agit simplement des ressources financières mobilisées par l'entreprise pour financer le projet de l'entreprise qui apparaît au niveau actif. À l'actif, on a d'abord l'actif immobilisé, puis vous avez l'actif circulant hors trésorerie et au final la trésorerie de l'entreprise. Je vous ai expliqué que les ressources de long terme, à savoir le capital et les dettes à long terme, doivent financer en premier lieu l'actif immobilisé. Et ce qui reste de ces ressources forme ce qu'on appelle le fonds de roulement. Et puis, pour financer l'actif circulant, on se base d'abord sur les dettes à court terme. Pour savoir si on aura assez de ces dettes pour financer l'actif circulant, on fait simplement l'actif circulant moins les dettes à court terme. Et cette différence nous indique combien il reste à financer de ces actifs circulants. C'est bien ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Le fonds de roulement, c'est bien cette partie-là qui reste des dettes à long terme une fois l'actif immobilisé est financé. Et logiquement, puisqu'on a toujours une égalité entre le passif et l'actif, ce fonds de roulement doit égaliser la trésorerie plus le besoin en fonds de roulement. Puisque ces ressources-là financent cet actif immobilisé et ces dettes de court terme financent une partie de ces actifs circulants. Donc, ce qui reste ici, à savoir la trésorerie et cette différence besoin en fonds de roulement, doit égaliser ce qui reste ici des ressources de long terme. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler davantage de ce BFR. Et pour cela, on va regarder de plus près comment ce BFR se forme. Pour que ça soit clair, je vais reprendre mon bilan d'avant et avec les différents indicateurs que j'ai déjà calculés, à savoir le fonds de roulement de 13 000 euros qui vient de la différence qu'il y a entre ces ressources stables et ces emplois stables. Et puis vous avez le besoin en fonds de roulement de 3 000 euros qui vient de la différence entre les emplois instables et les ressources instables. Et au final, la trésorerie de l'entreprise, à savoir le compte bancaire. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir comment ça se forme ce BFR.
BFR? En fait, si on regarde bien, on va remarquer que ce BFR est lié au délai de paiement, c'est-à-dire le délai accordé par les fournisseurs pour payer leurs factures et le délai que l'entreprise accorde aux clients afin qu'ils puissent payer l'entreprise. Pour bien saisir cela, je vais prendre quelques exemples. Si je vous dis par exemple que l'entreprise achète des marchandises de l'ordre de 2000 euros et que ces marchandises restent en stock jusqu'à l'établissement du bilan, est-ce que ce BFR va changer à la suite de cet achat de 2000 euros de marchandises? Eh bien, ce BFR ne va pas changer parce que au niveau passif, on va avoir une dette fournisseur qui va augmenter de la même somme. Et si vous faites la différence entre ces chiffres-là et ces chiffres-là, eh bien, vous allez avoir la même chose, 3. Alors, on peut se poser la question à quel moment ce BFR va changer? Eh bien, au moment où on va payer cette dette fournisseur. Ici, au total, bien sûr, on va avoir plus 2 ici et plus 2 ici. Imaginez qu'on va régler cette facture de 2000 euros. Ce qui va se passer, c'est que notre compte bancaire va se réduire de 2000 euros. Et cette dette fournisseur va se réduire de 2000 euros pareil. Donc, au passif, on va réduire tout ça, ce 2 aussi. Et à l'actif, on va réduire la banque de 2000 euros. Et maintenant, si vous faites la différence entre ces chiffres-là et la dette fournisseur, vous trouverez plutôt un BFR de 5000 euros. Donc, ce changement de BFR est lié au délai de paiement accordé par le fournisseur. Et pareil, si un client vient de régler une facture, on va supposer à titre d'exemple une facture de 3000 euros. Ce qui va se passer au niveau du bilan, c'est que le compte client va se réduire de 3000 euros et la banque va s'augmenter de 3000 euros. Et à ce moment-là, si vous calculez la différence qu'il y a entre ces chiffres-là et la dette fournisseur, on trouvera un BFR de 2 au lieu de 5. Donc, ce qui a fait changer ce BFR, c'est le délai de paiement accordé au client. Bien, si je prends une page blanche, pour simplifier davantage cette réalité, je prends l'exemple d'une entreprise commerciale qui achète et vend des chaises sur le marché. On va supposer par exemple que cette entreprise dispose dans sa trésorerie de 32 000 euros, ou bien on va dire 32 euros. C'est juste un exemple. Si par exemple, dans le cas extrême où cette entreprise n'accorde aucun délai de paiement à ses clients, c'est-à-dire que les clients payent sur place tout de suite et que au même temps cette entreprise paye ses fournisseurs tout de suite également. Alors dans ce cas, pour cette entreprise, le besoin en fonds de roulement n'existera pas. Je vais vous expliquer ça d'une manière très simple. Vous avez ici un fournisseur qui vend des chaises et vous avez de l'autre côté des clients qui achètent ces chaises à l'entreprise. La situation actuelle de l'entreprise, c'est qu'elle possède ces 32 euros. Dans sa trésorerie, le compte fournisseur égale 0 et le compte client égale 0. Et donc, pour le moment, logiquement, le besoin en fonds de roulement égale 0. C'est la différence entre les créances clients et les dettes fournisseurs. Et puisque cette entreprise ne gère pas de stock, ne va acheter cette chaise que en cas de la demande du client. Si ce client, par exemple, commande une chaise d'une valeur de 20 euros, puisqu'il n'y a pas de délai de paiement, ce client va devoir payer cette chaise d'abord et ensuite cette entreprise va acheter cette chaise au fournisseur en payant tout de suite également. Et donc la chaise va être envoyée au client. Alors dans cette situation, c'est quoi le besoin en fonds de roulement? Eh bien ce BFR est toujours à 0, car malgré cette opération, on n'a pas de dette fournisseur et il n'y a pas de créance client. Et la trésorerie s'élève cette fois-ci à 42 euros. TR égale 42. Donc, vous voyez bien que au travers cet exemple très simple, que le besoin en fonds de roulement est lié au délai de paiement. On va prendre maintenant un exemple où il y a un délai de paiement. Bien sûr, aussi bien du côté fournisseur, mais aussi du côté client. Je vais remettre cette chaise à ce fournisseur, l'argent à l'entreprise et ce 20 euros
à ce client. Imaginez cette fois-ci que cette entreprise a un stock de marchandises. On suppose d'abord que l'entreprise achète cette chaise pour la mettre en stock. Dans cette situation, si on suppose que dans ce stock, il n'y a que cette chaise achetée avec un délai de paiement, on va dire, d'1 mois. Alors dans ce cas, c'est quoi le BFR de cette entreprise? Pour savoir ce BFR, imaginez que vous avez ici notre bilan, vous avez ici le passif, ici l'actif. À l'actif, vous allez avoir un stock de marchandises de 10 euros. On suppose que le prix de la chaise est de 10 euros. Et au passif, vous avez une dette fournisseur de 10 euros. Puisque ce fournisseur accorde à l'entreprise un délai de paiement d'1 mois. Vous voyez bien que dans ce cas, l'actif circulant de 10 euros est égal à la dette fournisseur de 10 euros. Ce qui donne un besoin en fonds de roulement dans ce cas-là de 0. Imaginez cette fois-ci que ce client va commander cette chaise, donc l'entreprise va lui envoyer la chaise, mais pour payer cette chaise à 20 euros, l'entreprise accorde à ce client un délai de paiement de 1 mois par exemple. Alors toujours la même question, c'est quoi le BFR après cette opération? Pour cela, on va voir qu'est-ce qu'on a au niveau actif et qu'est-ce qu'on a au niveau passif de cette entreprise. À l'actif, il n'y a pas de stock de marchandises puisque la chaise est envoyée au client, mais par contre, il y a les créances clients de 20 euros. Donc vous avez client 20 euros. Et au passif, on a toujours cette dette fournisseur de 10 euros que l'entreprise n'a pas encore réglée au fournisseur. Alors dans ce cas, c'est clair, notre BFR égale 20 moins 10, ça fait 10. Vous voyez que dans ce cas, ce délai de paiement accordé au client va générer ce BFR de 10 euros. Imaginez maintenant que cette entreprise règle sa facture au fournisseur, donc cette dette s'efface du bilan, ou bien en d'autres termes, la dette fournisseur égale 0 dans cette situation. Ça, c'est au niveau passif. Mais au niveau actif, on a toujours cette créance client de 20 euros. Dans ce cas, ce BFR va s'élever à 20. Vous avez à l'actif 20 euros de créance et au passif, on a 0 dette fournisseur. Quand est-ce que ce besoin en fonds de roulement va s'effacer? C'est au moment où ce client va payer sa dette de 20 euros à l'entreprise. Et donc la créance client va s'effacer, donc ça va devenir 0. Et le BFR, pareil, 0 moins 0, ça fait 0. D'une manière propre, ce 20 euros va rejoindre la trésorerie de l'entreprise. On va avoir une augmentation de la trésorerie de l'entreprise de 20 euros, ce qui donnerait 42 euros. Les créances clients, c'est 0 et la dette fournisseur, 0. Et dans ce cas, le BFR égale 0 également. Vous voyez bien que ce BFR est généré par les délais de paiement obtenus du fournisseur et accordés au client. Je vais schématiser un petit peu ce problème de besoin en fonds de roulement en partant du même exemple que j'ai illustré précédemment. L'entreprise, dans un premier temps, va acheter à crédit en fait des marchandises. On va dire que cette chaise-là est achetée et stockée par l'entreprise. Puisqu'il y a un délai de paiement accordé par ce fournisseur, le financement de cet achat ne génère pas de besoin en fonds de roulement puisque cet achat est financé par un crédit de la part du fournisseur. Et schématiquement, on peut avoir ici l'instant de l'achat. Et après cet achat, vous avez un délai de stockage. Et jusqu'à l'instant, il n'y a pas de besoin en fonds de roulement. Mais vous avez un deuxième délai ici qui est celui du fournisseur. Et l'opération d'après, c'est la vente de cette chaise qui est en stock à ce client. Dans cette transaction, il y a également un délai de paiement accordé par l'entreprise à ce client. Et ce délai, ça commence à la fin du délai de stockage à partir de ce point-là. On peut illustrer ça par cette flèche-là. Alors, d'après ce schéma, ça intervient quand le besoin en fonds de roulement. C'est-à-dire, en fait, à quel moment cette trésorerie de l'entreprise va se réduire et créer un besoin en fonds de roulement dans l'entreprise. Eh bien, c'est à partir du moment où on va payer le fournisseur et en même temps attendre encore le paiement du client. Eh bien, vous voyez ce délai-là qui sépare entre ces deux flèches, c'est bien ce délai-là qui crée le besoin en fonds de roulement. Et donc là, l'entreprise va avoir un besoin en fonds de roulement qu'on peut très bien exprimer en jours au lieu de l'exprimer en termes d'argent. Alors, on va réfléchir un petit peu à ce schéma pour voir comment analyser la situation de l'entreprise par rapport à ce besoin en fonds de roulement. Pour bien saisir ce schéma,
Pour cela, pensez à avoir deux chronomètres en fait. Le premier chronomètre qui va enregistrer le temps de ces deux délais et un deuxième chronomètre qui va enregistrer le délai fournisseur. Le premier chronomètre, on va l'arrêter quand le client va payer et le deuxième chronomètre, on va l'arrêter au moment où l'entreprise paye le fournisseur. Et la différence entre ces deux chronomètres va générer notre besoin en fonds de roulement. J'espère que cette illustration est claire pour vous. En fait, durant cette période-là du besoin en fonds de roulement, l'entreprise va éprouver un manque d'argent lié au fait que l'entreprise a déjà payé le fournisseur, mais elle n'a pas encore reçu l'argent du client. Mais il faut savoir que cette illustration reste abstraite et c'est très difficile de savoir les différents moments où l'entreprise paye ses fournisseurs et les différents autres moments où l'argent est rentré à l'entreprise par les clients. Car cette illustration, ça concerne une seule opération d'achat. Mais imaginez la situation où l'entreprise va effectuer des milliers de transactions sur l'année. Ça deviendrait presque impossible d'enregistrer en fait ce besoin en fonds de roulement. C'est pour cela qu'on va recourir à une formule mathématique qui va indiquer d'une manière assez précise ce besoin en fonds de roulement de chaque entreprise. La formule est la suivante. Le besoin en fonds de roulement exprimé en jours égale le besoin en fonds de roulement exprimé en termes monétaires divisé par le chiffre d'affaires de l'entreprise fois le nombre de jours de ce chiffre d'affaires. En général, c'est annuel. Donc, on multiplie par 360 jours pour avoir un besoin en fonds de roulement en termes de jours. Alors, c'est clair que poser la formule de cette manière, d'une façon brute, n'aide pas vraiment à comprendre le sens des choses et le but de chaque élément dans cette formule. En fait, c'est simple, je vais vous l'expliquer d'une autre manière. Alors, ce BFR, on peut le calculer sur base d'un bilan. Ce chiffre d'affaires, on peut le trouver dans le compte de résultats. Ces données sont annuelles. En fait, on peut sortir cette formule à partir d'une simple règle de 3. Vous avez un chiffre d'affaires annuel qui correspond en fait à 360 jours. Et vous avez également un besoin en fonds de roulement annuel et on veut savoir combien ça constitue en fait ce besoin en fonds de roulement dans ce chiffre d'affaires, mais en ramenant cette proportion à 360 jours. Donc on arrive ici à une simple règle de 3 où notre X ici, ce qu'on cherche à savoir, c'est bien notre BFR en jours. Je peux l'écrire ici. Et donc, à partir de cette règle de 3, le BFR en jours est égal à BFR fois 360 jours divisé par le chiffre d'affaires. C'est bien ce qui donne cette formule qui permet de savoir le besoin en fonds de roulement exprimé en jours, d'une manière approximative bien sûr. Et pourquoi je divise par le chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires, c'est le volume des ventes. En fait, les ventes, c'est bien l'argent qui va venir des clients. Et à partir de cette formule, je calcule en fait le besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire la proportion de cet argent que j'attends du client, représenté ici par ce chiffre d'affaires, après avoir payé le fournisseur. Et tout ça multiplié par le nombre de jours pour ramener cette proportion au nombre de jours sur l'année. En fait, le fait de diviser le besoin en fonds de roulement sur le chiffre d'affaires, je calcule simplement combien ça représente ce besoin en fonds de roulement dans ce chiffre d'affaires. Et ce calcul va vous donner en fait combien de besoins en fonds de roulement est enregistré par l'entreprise pour chaque euro de chiffre d'affaires. Et si vous multipliez cette proportion par le nombre de jours de l'année, vous convertissez cette proportion au nombre de jours du besoin en fonds de roulement. Vous pouvez également la multiplier par 100 pour avoir un pourcentage. J'aimerais bien revenir un instant sur cette question de besoin en fonds de roulement. Si je prends une activité commerciale, on va repérer dans cette activité commerciale les délais suivants. Vous achetez d'abord les marchandises, donc on a un délai de stockage. On va représenter par cette flèche. Bien, mais vous avez aussi en parallèle de ce délai à partir du moment d'achat, un autre délai pour payer le fournisseur, que je vais représenter par cette deuxième flèche. Bien. Et puis après le stockage, on a un autre délai, c'est celui que l'entreprise accorde au client afin qu'il puisse régler sa facture. Bien, à partir du moment où l'entreprise paye le fournisseur jusqu'au moment où l'entreprise reçoit l'argent du client, l'entreprise éprouve un besoin d'argent.
C'est bien cet écart-là qui représente le besoin en fonds de roulement. Bien, mais exprimé en termes temporels. BFR en jours par exemple. On dit en finance, le temps, c'est de l'argent. Et là, on dispose d'une illustration pratique de cette expression. Je m'explique. Le but de l'entreprise, c'est de réduire au maximum ce BFR, voire même arriver à un BFR négatif dans le cas où on arrive à réduire ce délai client à un délai très court, voire même inexistant, dans le cas où le client règle ses factures sur place tout de suite. Et le fait d'avoir un BFR négatif, cela signifie que l'entreprise dispose d'une trésorerie très importante, alimentée par le fait que les clients payent leurs factures tout de suite, mais en même temps, pour payer le fournisseur, on dispose d'un délai très long. Un secteur d'activité qui est très connu par ce BFR négatif est celui de la grande distribution. Les entreprises dans ce secteur en général ont un pouvoir de négociation avec les fournisseurs pour avoir un délai très long pour payer leurs factures et en même temps les clients payent sur place leurs achats. Ce qui permet à ces entreprises de dégager un BFR négatif, c'est-à-dire une trésorerie très importante. Mais à quoi ça sert d'avoir un BFR négatif ? Si par exemple, je suppose que cet écart qu'il y a entre le paiement du client et le paiement du fournisseur est de 60 jours par exemple, eh bien l'entreprise peut fructifier cet argent qu'elle va recevoir des clients pendant ces 60 jours jusqu'au moment où l'entreprise doit payer ses factures aux fournisseurs. Et donc placer cet argent pendant cette période-là pour recevoir une certaine somme d'intérêt. Bien sûr, en plus de leur marge réalisée sur les différents produits. Mais dans le cadre des autres entreprises qui doivent accorder un délai très long à leurs clients et donc avoir un BFR positif, pour ces types d'entreprises, pour avoir l'argent tout de suite du client ici et disposer de l'argent avant même de payer le fournisseur, elles peuvent recourir à ce qu'on appelle l'escompte. Et dans ce cas, c'est l'inverse, c'est l'entreprise qui doit payer cet escompte soit au client, soit à la banque. Je vais aborder maintenant un sujet très intéressant en analyse financière. Il s'agit de ce qu'on appelle effet de levier. Je vais vous présenter cette matière d'une manière toujours simplifiée pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Qu'est-ce qu'on entend au juste par effet de levier ? Il s'agit en fait d'un terme général pour désigner n'importe quelle technique destinée à multiplier les profits ou les pertes. Il s'agit précisément dans le cadre de ce cours d'utiliser la dette pour augmenter les profits. Mais comment ça marche pratiquement ? Je vais vous expliquer ça d'une manière très simple. Si je prends par exemple un bilan comptable, attendez juste que je prends mon café parce que ça m'aide à trouver les mots pour mieux vous expliquer cette réalité. Bien, au passif du bilan, on peut repérer deux grandes ressources financières qui sont de nature différente apportées par des personnes qui attendent une rémunération différente par rapport à leur argent apporté à la société. Le capital est apporté par les propriétaires de l'entreprise, on va dire en général les actionnaires. Et les dettes de l'entreprise proviennent principalement des institutions financières et particulièrement la banque. Eh bien, tout cet argent qui va être apporté par, d'une part, les actionnaires et d'autre part, les institutions financières, va permettre de mettre en place et financer le projet de l'entreprise qui apparaît à l'actif. Alors, à ce stade, soyons clairs, tout ce que cet actif économique va apporter appartient de plein droit aux propriétaires de l'entreprise, les actionnaires. Mais vous allez me dire, alors, ces institutions financières, qu'est-ce qu'ils attendent de l'entreprise ? On peut dire clairement que pour eux, cet actif économique, ça ne leur intéresse absolument pas. Ce qui leur intéresse, c'est de louer cet argent-là à ces gens, en d'autres termes à l'entreprise, en contrepartie d'une somme d'argent fixée à l'avance par un taux d'intérêt. La banque, avant de prêter cet argent, peut analyser ce qu'il y a à l'actif de cette société. Mais pour la seule raison de garantir en fait le paiement de cet intérêt et le remboursement de cet argent en location. Alors, si la rémunération de cette institution financière est fixée à l'avance par un taux d'intérêt, on peut se poser la question, c'est quoi la rémunération de ces personnes-là propriétaires de ce projet ?
Eh bien, tout simplement, c'est les bénéfices que ce projet va apporter. Donc, pour eux, ce qu'ils attendent, c'est simplement un taux de rentabilité R qui soit important, qui dépasse au moins ce taux d'intérêt. Eh bien, la différence qu'il y a entre ce R et ce I, c'est bien ce qui va donner naissance à l'effet de levier. En fait, avant de passer à la formule de l'effet de levier, on peut comprendre et saisir cette réalité de l'effet de levier avec des mots très simples. Imaginez par exemple que cet actif économique rapporte une rentabilité de 18%. Cela signifie quoi? Cela signifie que chaque 100 € investis dans ce projet-là permet de dégager à la fin de l'année 18 € de plus. Bien. Alors, vous voyez, ce 100 € investi dans ce projet va rapporter aussi 18 €. Et ce 100 € investi dans ce projet va rapporter aussi 18 €. Mais la banque ne va pas prendre ce 18 €, elle ne va prendre que les intérêts précisés à l'avance avec un taux d'intérêt bien précis et fixé à l'avance. Si par exemple ce taux d'intérêt est de 8%, la banque va prendre 8 € de ces 18 et 10 € va revenir aux actionnaires. Alors là, vous avez un effet de levier positif, parce que ce 100 € n'appartient pas à ces actionnaires. Les actionnaires n'ont investi que 100 €. Mais en même temps, ce que rapporte cet argent qui ne leur appartient pas va leur revenir de plein droit. C'est-à-dire, dans ce cas, la banque va prendre 8 € et les actionnaires vont empocher 10 € de plus, ce qui va ramener la rentabilité de ce 100 € apporté par les actionnaires à 28%. Au lieu de 18%. Vous voyez, dans cette situation, on a un effet de levier qui a fait passer ce taux de rentabilité de 18% vers 28%. Et dans ce cas, on obtient un effet de levier positif, mais il faut faire attention parce qu'on peut avoir un effet de levier négatif. Et dans ce cas, on parle d'un effet de massue. Imaginez que cet actif économique, au lieu d'apporter 18%, il n'a apporté que 4%. Donc, ce 100 € investi par les actionnaires apporte 4%. Et ce 100 €, c'est de l'argent, c'est pareil, apporte 4%. Mais ici, la banque, ça ne l'intéresse pas, ce 4%. Ce qui l'intéresse, c'est le taux d'intérêt fixé à l'avance de 8%. Et les actionnaires, dans ce cas, sont obligés de payer à la banque leur intérêt de 8%. Ce qui fait que dans cette situation, malgré que cet actif économique a rapporté 4%, la rentabilité de ce 100 € apporté par les actionnaires sera de 0%. Parce que la rentabilité de ces 200 € va servir à payer l'intérêt. 4% plus 4%, ça fait 8%. Donc la conclusion de tout ça, il faut bien comprendre que cet effet de levier ou bien cette rentabilité attendue par les actionnaires doit être prise en compte avec le risque qui va avec. Certes, si la rentabilité dépasse le coût de la dette, les actionnaires vont avoir un effet de levier sur leur investissement. Mais en même temps, dans le cas inverse, où la rentabilité n'est pas au rendez-vous, et que le taux de rentabilité est inférieur au coût de la dette, à ce moment-là, l'effet inverse se produit. Et c'est ça le risque que l'entreprise doit prendre en compte quand elle fait le choix de recourir à financer l'investissement par de la dette. Je vais vous expliquer bien sûr les formules utilisées dans ce cadre, mais il faut bien noter que si vous avez compris ce rapport qu'il y a entre le R, le taux de rentabilité financière, et le I, le taux d'intérêt, la compréhension des formules sera très facile. Je vous invite à partager au maximum et vous abonner également si vous ne l'avez pas encore fait pour ne rien rater de la suite de ces cours. Bien, je vais vous expliquer davantage cet effet de levier. Et pour cela, on va partir de ce même exemple. Au passif, on garde les ressources financières nécessaires pour financer l'activité principale de l'entreprise. Dans cette analyse de l'effet de levier, on se concentre sur le capital et les dettes de long terme, car on analyse la rentabilité annuelle. Donc, au passif, on doit prendre en compte les ressources annuelles de l'entreprise. Et ces ressources annuelles doivent être à la base du financement de l'activité principale de l'entreprise. Et le fonctionnement de cette activité principale s'effectue au travers
tout ce qui est installation de l'entreprise proprement parlé, à savoir l'actif immobilisé, mais aussi une partie du cycle d'exploitation de l'entreprise. Et cette partie-là correspond aux besoins en fonds de roulement. Et l'actif immobilisé plus le besoin en fonds de roulement, c'est bien ce qu'on indique par actif économique. En fait, on peut simplifier la structure du bilan de la manière suivante. Alors, au passif du bilan, on peut repérer les 3 blocs suivants. Vous avez d'abord les capitaux propres, et puis vous avez les dettes bancaires et financières. Il s'agit de dettes de long terme qui vont servir à financer le projet de l'entreprise. Et puis vous avez tout ce qui est dette à court terme et principalement la dette fournisseur tout en bas du bilan. Et du côté de l'actif, on va repérer les blocs suivants. Vous avez d'abord l'actif immobilisé, et puis vous avez les stocks et les créances clients. Et tout en bas du bilan, on a tout ce qui est disponibilité ou la trésorerie de l'entreprise. Alors, pour ne garder que les ressources de long terme dans cette structure, je vais réduire les dettes fournisseurs qui sont de court terme du passif du bilan et je vais réduire également sa contrepartie au niveau de l'actif circulant. Ici, je réduis la dette fournisseur des stocks et créances. Ce qui restera, c'est le besoin en fonds du roulement. Si je fais les stocks plus les créances moins les fournisseurs, ce qui restera, c'est le besoin en fonds du roulement que je vais placer ici. Tout ça, c'est pas important pour le moment. Et donc, on peut également simplifier cette trésorerie de l'entreprise avec la dette de long terme. Si je réduis les disponibilités de cette dette de long terme, ce qui restera, c'est les dettes nettes de trésorerie, ou bien les dettes bancaires et financières nettes. Donc, on va avoir la structure suivante. J'enlève cette partie-là, et ce qui restera de mon bilan, c'est la partie la plus importante pour analyser la rentabilité de l'entreprise. Vous avez au passif les capitaux propres et les dettes bancaires et financières de long terme nettes de trésorerie. Et à l'actif, on a l'actif immobilisé et le besoin en fonds du roulement. Alors ces deux parties-là, c'est bien ce qu'on appelle actifs économiques, qui correspondent en valeur au capital plus les dettes de long terme. Il faut bien saisir cette simplification que je viens de faire au bilan. En fait, au passif, on n'a gardé que les ressources financières qui sont en principe à la base du financement du projet de l'entreprise. Et si je reviens à mon schéma ici, on va prendre en considération le capital ou bien les capitaux propres et les dettes bancaires et financières nettes. Et ces deux types de ressources financières sont à la base du financement de tout ce qui est actif immobilisé et le BFR de l'entreprise. Bien, maintenant on va progresser un petit peu avec des exemples très simples pour saisir au final la formule de l'effet de levier. Imaginez dans un premier cas cette entreprise qui investit dans un premier temps, on va dire 200 000 euros, et ces 200 000 euros ne viennent que des actionnaires. Et au niveau de la dette, il n'y en a pas. Les actionnaires sont les propriétaires de l'entreprise. Tout d'abord, on doit distinguer entre deux types de rentabilité. Mais avant cela, c'est quoi la notion en général de rentabilité? La rentabilité en général, c'est simplement le rapport entre un revenu obtenu et les ressources employées pour l'obtenir. Vous avez par exemple investi 1500 euros et cet investissement vous a rapporté un revenu net de 700 euros. Et bien dans ce cas, la rentabilité n'est rien d'autre que 700 sur 1500, ce qui donne approximativement 0,46. Et on peut exprimer ce résultat en pourcentage en multipliant par 100. Ça donne 46%. Et la signification de ce 46% est très simple. Pour chaque 100 euros investis, on dégage un résultat de 46 euros. Et pour 1500 euros, ça donnerait 700 euros. On peut dire aussi, pour chaque euro investi, on dégage 46 cents de revenus. Si je reviens à mon bilan ici, on peut distinguer entre deux types de rentabilité. Vous avez la rentabilité économique, c'est une rentabilité générale de tout ce que ça rapporte cette activité économique. Et le calcul de cette rentabilité est très simple. Ce que rapporte cette activité principale de l'entreprise est mesuré par ce qu'on appelle le résultat d'exploitation de l'entreprise. Et donc, en appliquant la formule de la rentabilité en général, cette rentabilité économique s'obtient en rapportant le résultat d'exploitation de l'entreprise aux différentes ressources utilisées pour l'obtenir.
à savoir les capitaux propres plus les dettes de long terme nettes. Si par exemple cet actif économique a dégagé un résultat net de 20 000 euros, pour simplifier on va dire de 20 euros. L'entreprise a investi au total 200 euros pour dégager un résultat net de 20 euros. Dans ce cas, la rentabilité économique c'est 20 sur 200, ce qui donne une rentabilité de 10%. Cela signifie que chaque 100 euros investis dans ce projet rapporte 10 euros. Et donc ce premier 100 euros rapporte 10 euros et ce deuxième 100 euros rapporte 10 euros, ce qui fait 20 euros. Et puis il y a une deuxième rentabilité, c'est la rentabilité financière. Et dans ce cas, on s'intéresse particulièrement à ce que rapportent uniquement les capitaux propres. Et pour calculer cette rentabilité des capitaux propres ou bien rentabilité financière, on va prendre en considération non pas uniquement le résultat d'exploitation, mais on va tenir compte des charges financières ou bien du résultat financier. Et donc, on va rapporter le résultat net de l'entreprise sur uniquement la somme investie des capitaux. Et si je calcule la rentabilité financière dans ce cas précis où les investisseurs apportent la totalité de l'argent investi dans l'entreprise et les dettes égales 0, dans ce cas, on va obtenir le même taux de rentabilité financière que celui de la rentabilité économique, car les charges de la dette égale 0. Donc, pour ce premier cas, la rentabilité financière des investisseurs est de 10%. Ce qui nous intéresse dans le cadre de l'effet de levier, c'est de savoir si ce taux de 10% va changer ou pas en faisant appel à des dettes financières au lieu de se baser que sur le capital. Imaginez qu'on reste avec la même activité, mais cette fois-ci, les investisseurs ou bien les actionnaires vont investir que 100 euros. Donc ce deuxième 100 euros vont le garder à part et ils vont faire appel au crédit bancaire de l'ordre de 100 euros. Donc globalement, ce qui est investi dans ce projet, c'est la même chose, c'est 200 euros. Et ces 200 euros vont rapporter la même chose, 20 euros, sauf dans ce cas, les ressources investies sont de nature différentes. Les actionnaires, ce qu'ils attendent du projet de l'entreprise, c'est la rentabilité financière. Et les banquiers, ce qu'ils attendent, c'est un taux d'intérêt fixé à l'avance. Alors, on va voir dans ce cas, est-ce que cette rentabilité financière va être supérieure à 10% ou inférieure? Rappelez bien que dans le premier cas où les actionnaires ont investi 200 euros, la rentabilité financière était de 10%. Et on va voir dans le cas où ils vont diversifier leurs sources d'investissement, est-ce qu'on va obtenir une rentabilité financière plus élevée ou moins élevée que 10%. Alors, cette rentabilité financière n'est rien d'autre que le résultat net d'impôt, bien sûr, divisé par les capitaux propres. Le résultat net de l'entreprise n'est rien d'autre que ce 20 euros moins les charges d'intérêt, c'est-à-dire 20 euros moins 5 euros. 5% de 100 euros, c'est 5 euros, ce qui fait 15 euros. Donc, ce résultat financier n'est rien d'autre que 15 euros sur 100, ce qui donne 15%. Vous voyez que dans ce cas où on fait appel à une dette financière, les actionnaires obtiennent une rentabilité supérieure que dans le cas où ils ne font pas appel à une dette financière. Eh bien, c'est ça ce qu'on appelle un effet de levier. Le fait que si j'investis 200 euros et je ne fais pas appel à la banque, j'obtiens une rentabilité de 10% sur mon argent investi, alors que dans le cas où j'investis que la moitié de cet argent et je fais appel à la banque pour compléter, j'obtiens une rentabilité de 15%. Et je peux très bien avoir plus de dettes ici et moins de capital ici et obtenir un taux de rentabilité financier encore plus élevé. Mais il faut faire attention parce qu'il y a un risque derrière. Cet effet de levier est obtenu uniquement si les charges de la dette, à savoir le taux d'intérêt, restent inférieurs au taux de rentabilité économique. Dans le cas inverse, où on a un taux de rentabilité économique inférieur au taux d'intérêt, on va obtenir une rentabilité financière très très bas. En d'autres mots, on va obtenir un effet de levier négatif.
En général, la formule de l'effet de levier est la suivante. On a la rentabilité financière égale la rentabilité économique plus la différence qu'il y a entre la rentabilité économique et le taux d'intérêt, tout ça multiplié par la dette sur les capitaux propres. Dans notre cas ici, RE égale 10%, le taux d'intérêt égale 5% et le rapport dette sur capital égale 1. 100 sur 100, ça fait 1. Donc si je remplace dans la formule, on va avoir ici 10%. Tous ces calculs, bien sûr, s'effectuent après impôt. Ici, vous avez 10%. Là, 5%, et tout ça égale 1. 10 plus 10 moins 5, ça fait 15%. Donc, on obtient une rentabilité financière de 15%. Donc, tout se joue sur cette différence qu'il y a entre la rentabilité économique et les charges d'intérêt. Si la rentabilité économique dépasse les charges d'intérêt, alors dans ce cas, plus on a de dettes, plus la rentabilité financière sera plus grande. C'est-à-dire dans ce cas que l'entreprise a intérêt à augmenter sa dette par rapport au capital. Car l'effet de levier est d'autant plus important que ce rapport est élevé. Et pour avoir ce rapport élevé, il faut augmenter la dette et diminuer le capital. Mais on peut avoir un effet inverse dans le cas où les charges d'intérêt dépassent la rentabilité économique. C'est-à-dire qu'on va avoir ici un taux négatif qui va réduire notre rentabilité économique et donc obtenir une rentabilité financière très faible. Et puisqu'on multiplie ce taux négatif par ce rapport entre la dette et le capital, plus on augmente la dette, plus le risque d'avoir une rentabilité très faible est important. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre par rapport à l'effet de levier, c'est que ça joue dans les deux sens. L'effet de levier, ça peut multiplier les performances de l'entreprise aussi bien à la hausse que à la baisse. Tout dépend de cette différence qu'il y a entre la rentabilité économique et les charges de la dette. Et dans la situation économique actuelle, où les taux d'intérêt ne cessent d'augmenter à cause des politiques monétaires des banques centrales, la plupart des entreprises qui ont beaucoup de dettes à leur bilan doivent obtenir une rentabilité économique très élevée pour satisfaire les attentes des investisseurs par rapport à la rentabilité financière. En fait, on peut appliquer une telle analyse à toute l'économie puisque au bilan de toutes les entreprises, on a les deux parties, les capitaux propres et les dettes. Et quand on a des taux d'intérêt très élevés en économie, cela diminue la rentabilité attendue des investisseurs, ce qui fait fuir progressivement les capitaux des entreprises. C'est un peu la situation économique actuelle où les taux d'intérêt sont très élevés et ne cessent d'augmenter par les banques centrales, ce qui peut mener à une crise financière d'abord et puis économique ensuite. En fait, je n'ai même pas besoin de vous démontrer la formule de l'effet de levier. La formule, je vous la rappelle, la rentabilité financière RF égale la rentabilité économique plus la rentabilité économique RE moins le taux d'intérêt, tout ça multiplié par le rapport de la dette sur les capitaux propres. En fait, je n'ai pas besoin de la démontrer parce qu'elle est tellement évidente que la démarche utilisée pour la démontrer est moins évidente que la formule elle-même. Je vais vous l'expliquer, cette formule, d'une manière très simple. La rentabilité financière, c'est bien l'argent que vous allez gagner en tant qu'investisseur dans un projet, exprimé en un pourcentage de votre somme investie. Imaginez par exemple que vous avez un projet qui vous rapporte 20%. Ça veut dire quoi ce 20%? Ça veut dire que pour chaque 100 € investis dans votre projet, cela vous permet de gagner 20 € net au final, sur base annuelle par exemple. Alors ça c'est la rentabilité de votre projet. RE, c'est 20%. Pour l'argent que vous allez investir de votre poche, vous allez gagner 20%. Mais là se pose la question de l'argent qui ne vous appartient pas, que vous avez emprunté à un taux d'intérêt bien précis. Imaginez par exemple que vous avez emprunté 300 € à un taux d'intérêt de 10%. Mais vous savez très bien que l'investissement de cet argent dans votre projet va vous rapporter une rentabilité de 20%. C'est bien ce que vous voyez ici dans la deuxième partie de cette formule, 20%. Mais puisque vous payez des charges d'intérêt de 10%, ce qui vous restera après paiement de ces charges, c'est 20% moins 10%. Ce qui fait au total 10%. 10% de quoi?
10% de tout cet argent-là que vous avez emprunté. C'est bien votre D ici. Et 10% de 300, ça fait 30 euros. Ce 30 euros, c'est bien ce que vous allez gagner de cet argent emprunté. Mais puisqu'on cherche ici un pourcentage, on va convertir cet argent-là à un pourcentage. Et pour faire ça, on va simplement diviser par votre capital investi. Si vous avez investi au départ 100 euros, eh bien c'est 30 euros divisé par 100 euros, ça fait 30%. Cela signifie que l'argent emprunté vous rapporte 30% et votre argent propre vous rapporte 20%. Ce qui va vous donner au total une rentabilité financière de 50%. C'est-à-dire que si vous investissez que votre argent propre dans votre projet, vous allez gagner 20%, mais si vous faites appel à un crédit pour l'investir dans votre projet, vous allez avoir une rentabilité financière de votre argent beaucoup plus grande. Et la différence qu'il y a entre 20% et 50%, c'est bien ce qu'on appelle un effet de levier. Regardez, on va faire ça d'une manière propre avec de l'argent. Vous investissez dans votre projet 100 euros et ce 100 euros vous permet de gagner 20 euros. Vous empruntez de la banque 300 euros et chaque 100 euros emprunté vous permet de générer en plus 10 euros de bénéfices. Mais vous, au départ, vous n'avez investi que 100 euros. Ces 300 euros ne vous appartiennent pas. Cet argent sera remboursé plus tard à la banque. Mais l'utilisation de cet argent vous permet quand même d'obtenir 30 euros de bénéfices nets. Et ces 30 euros vont s'ajouter à votre gain ici. Et donc, pour calculer la rentabilité financière, on va se référer à uniquement votre argent investi. C'est pour ça que dans la formule ici, on divise par votre capital. Et si on divise tout ce que vous avez gagné sur votre capital de 100 euros, ça fait clairement 50 euros sur 100 euros. Et 50 sur 100, ça fait 50%. Vous voyez bien que cette formule est évidente et n'a pas besoin d'être démontrée. Mais quand même pour vous faire plaisir, parce que je sais que pas mal d'étudiants doivent étudier cette démonstration pour arriver à cette formule. Je vais prendre une page blanche et vous l'expliquer d'une manière Alors, simplifiée. rappelez-vous la formule de la rentabilité économique qu'on va noter RE. C'est quoi cette rentabilité économique? C'est simplement le résultat d'exploitation. Bien sûr, tous les calculs se font après l'impôt, divisé par les capitaux propres plus les dettes de long terme. Rappelez-vous cette image du cours précédent. La rentabilité économique, c'est ce que rapporte en fait l'activité principale de l'entreprise par rapport bien sûr à l'argent investi pour dégager ce résultat. Et le résultat dégagé par l'activité principale de l'entreprise, c'est le résultat d'exploitation. Et donc la rentabilité économique, c'est simplement le résultat d'exploitation divisé par les ressources utilisées pour dégager ce résultat. Bien, à partir de cette formule, je peux exprimer le résultat d'exploitation en fonction de RE et K plus D. Ce qui donne résultat d'exploitation égale RE fois K plus D. Si je veux maintenant avoir la formule de la rentabilité financière. Cette rentabilité financière égale à quoi? Égale au résultat net de l'exercice. C'est bien ce qui reste après avoir payé toutes les charges de l'entreprise et même l'impôt, divisé par les capitaux propres. Mais ce résultat net, c'est quoi au juste? C'est simplement le résultat d'exploitation moins les charges financières, principalement. Et les charges financières, on peut les calculer en multipliant le taux d'intérêt par la somme de la dette. Ça représente la somme des charges d'intérêt. Donc ici, ce résultat net, on va l'exprimer en termes de résultat d'exploitation moins les charges d'intérêt. On va donc mettre la rentabilité financière égale le résultat d'exploitation que nous avons déjà ici, moins les charges d'intérêt, I fois la dette D, et tout ça divisé par notre capital. Vous voyez ici, vous avez plusieurs fois D qui se répètent. Je vais donc distribuer ici et mettre en facteur le D. On va obtenir la rentabilité financière égale RE, je vais aller étape par étape pour que vous puissiez suivre, fois K plus RE fois D, moins I fois D. Tout ça divisé par la même chose, K. Je vais mettre en facteur ce D. On va avoir
RE fois K plus RE moins I, tout ça fois D, le tout divisé par K. Donc on voit déjà notre formule de l'effet de levier dans cette expression. Si vous séparez cette partie-là de cette partie-là, on va avoir RF égale RE fois K sur K plus RE moins I fois D sur K. Là, vous simplifiez par K et vous obtenez au final la formule de l'effet de levier. RF égale RE plus la différence qu'il y a entre RE et I multiplié par le rapport de la dette sur les capitaux propres. Et là, vous avez votre formule de l'effet de levier.